que j'ai fait, j'ai pris mes couilles à deux mains et je suis parti voir ma hiérarchie, j'ai demandé une résiliation de contrat. L'échec permanent en arrière-plan, on le connaît tous. Il s'appelle GG, 56 ans, travaille dans une PME ou dans une grosse boîte, et 40 ans qu'il y est, et le matin il se réveille, prend son café, mais il sait pas pourquoi il va au travail. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Sujet. Pour les personnes qui sont déjà familières avec ce podcast, Hors Sujet prend un nouveau format pour l'année 2025, le format vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Walid, j'ai 21 ans, j'ai plus de 4 ans d'expérience dans l'armée française, mais aussi comme passion à côté, les sports d'endurance et d'ultra-endurance. Je fais la course à pied et je partage sur les réseaux sociaux mes réflexions et mes expériences personnelles. Ce podcast en est témoin. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel mais souvent difficile à affronter, l'échec. Pourquoi est-ce que je choisis ce sujet de podcast aujourd'hui ? Parce que je vais être honnête avec toi, cette année 2024 a été une année pour moi d'échec et c'est un moyen pour moi de me retrouver de façon rétrospective, de façon analytique sur mon année 2024 qui s'est passée, l'année 2025 a été entamée. Et c'est un peu un moyen pour moi d'utiliser ce podcast comme exutoire, mais aussi faire pouvoir profiter justement les gens qui écoutent ce podcast pour profiter de mes expériences personnelles et grandir à travers mes erreurs et mes enseignements. C'est surtout les réflexions que je développe autour de mes sujets, de mes échecs aujourd'hui, qui sont intéressantes et qui peuvent être considérées comme universelles. Donc aujourd'hui, je vais te montrer que l'échec, ce n'est pas une fin en soi, que c'est un passage qui est imposé pour tout le monde, mais qui peut être transformateur et révéler justement des personnalités et même simplement vous faire grandir rapidement. Je vais te raconter cette année 3 moments de ma vie, de l'année 2024, dans ce podcast, où j'ai touché le fond, mais qui m'ont permis, ces moments-là m'ont permis réellement en fait de remonter et d'apprendre sur moi-même. Ceci étant dit, je vais te raconter donc 3 moments de mon année 2024 où j'ai touché le fond littéralement. Alors installe-toi, prends une grande respiration et prends ton temps parce que ici, dans Hors Sujet, on prend son temps. Ce n'est pas TikTok en format court et on apprend à apprécier les choses comme elles le sont. Le premier échec dont je veux te parler, c'est celui qui a remis en question tout le travail que j'avais accompli durant ces dernières années. Comme je l'ai dit dans le propos introductif, ça fait plus de 4 ans aujourd'hui que je suis au sein de l'armée française. Et mon objectif, durant ma formation, il était clair, c'était intégrer un régiment précis. Pourquoi ? Parce que je devais justement me retrouver dans une situation près de ma famille, mais en même temps me stimuler personnellement dans mon travail au quotidien. Et j'avais trouvé justement le moyen d'être près de mes proches et aussi pouvoir avoir un travail justement qui est intéressant sur beaucoup d'aspects. Et donc, j'avais fait le choix préalable de 2 régiments. Donc en fait, dans la formation militaire, c'est assez particulier, enfin c'est propre quand même à l'esprit militaire, mais on le retrouve aussi dans le civil. On a souvent en fin de formation un classement, et ce classement dépend justement de tes notes que tu as accumulées durant ta formation. Et si tu as une affectation à la fin de ton stage, par exemple, le premier prend ce qu'il veut et le dernier prend ce qu'il reste. Donc, c'est une mentalité assez particulière étant donné qu'il faut se donner justement les moyens de réussir, même si pendant 3 ans de formation, j'ai eu l'occasion de tisser des liens avec des gens et, on va dire, créer des affinités suffisantes pour que on puisse s'organiser de façon cohérente et raisonnable sur les affectations de chacun. Donc, tout le monde avait un petit peu choisi son bassin d'emploi futur et on était tous d'accord pour ça. Et ça n'empêche pas le fait que je voulais quand même travailler pour mériter ma place et être sûr aussi de l'avoir. Donc pendant ces 3 ans, je me suis entraîné dur, une formation qui était dense avec beaucoup de sacrifices, étant donné que je me suis engagé à l'âge de 17 ans et demi. Donc j'ai aussi fait le choix d'abandonner finalement ma situation d'étudiant au lycée avec mes potes, etc., pour partir loin et dans un nouvel endroit que je ne connaissais pas du tout.
Et durant donc cette formation académique académique, professionnelle, militaire, j'ai réussi à me classer parmi les meilleurs, en finissant donc deuxième de ma promotion dans mon option. Mais parfois, peu importe à quel point tu donnes tout, la vie ne joue pas selon tes règles. Et cette phrase, elle a été très vraie dans mon cas parce que je me suis retrouvé dans une situation assez délicate où je me suis retrouvé à la fin de mes 3 ans avec un classement final qui était intéressant pour le choix que je voulais faire, mais sans la possibilité de pouvoir choisir les 2 régiments dans lesquels je voulais aller parce que il n'y avait pas justement ces régiments. Ils ne sont simplement pas sortis à ma promotion cette année-là. Et c'est une variable qui est aléatoire. On ne peut pas contrôler les régiments qui vont sortir. On sait globalement quels régiments vont être majoritaires, vont sortir dans le classement parce que ce sont des grands régiments connus, etc., où tout le monde doit aller. Mais il y a des petits régiments comme ceux que je voulais, des petites affectations qui sont assez particulières à avoir et qui ne sortent pas tout le temps. Mais j'avais quand même espoir parce que la promotion précédente avait vu justement la porte s'ouvrir de l'un des régiments que je voulais. Donc là, je me retrouve dans une situation plus que délicate. C'est en fait la désillusion complète parce que je me dis, j'ai passé 3 ans de ma vie à travailler pour une place que je voulais, que j'ai pu avoir finalement, mais je suis dans la situation où c'est complètement contradictoire parce que l'affectation dans laquelle je vais aller, la dernière de mon classement a pu la choisir. Parce que j'ai dû faire donc la concession de devoir aller dans un régiment qui était près de ma famille, mais un régiment que je ne voulais pas de base. Et ce régiment-là, j'aurais pu le choisir simplement si j'étais dernier de ma promotion. Donc, le ratio travail-récompense n'est pas du tout au rendez-vous, étant donné que j'aurais pu rien faire pendant 3 ans et arriver dans ce régiment-là. Et ce choix m'a laissé un goût amer. Parce que forcément, pendant des semaines, je me suis demandé à quoi bon tous ces efforts si c'est pour finir justement ici. Mais cet échec, j'ai dû l'encaisser et j'ai dû justement passer à autre chose parce que j'avais pas le choix justement de devoir passer à autre chose, étant donné que j'étais dans cette situation-là. Donc quand je suis arrivé dans ma nouvelle affectation, complètement dépité, je me suis dit bon, on va se poser. Et j'aime bien faire ça. J'aime bien mettre à l'écrit justement ce qui se passe. J'ai pris une feuille et je me suis dit, il faut que j'arrive à théoriser ce qui se passe. Si je théorise justement comme il le faut ce qui se passe, j'arriverai potentiellement à mieux comprendre ce qu'il se passe au quotidien pour moi et pouvoir passer à l'action et continuer par-dessus ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à plat l'échec dans lequel j'étais. Et je me suis rendu compte que l'échec dans lequel j'étais, il était dans une catégorie d'échecs. Je me suis dit, il y a l'échec temporaire et l'échec permanent. L'échec temporaire, c'est un échec qui va arriver une fois, qui va être une difficulté que vous allez rencontrer sur votre chemin et qui va vous servir de point de repère pour le futur. Donc, vous êtes arrivé jusqu'au bout de votre chemin, vous avez réussi votre objectif et pendant cette longue traversée, vous avez rencontré justement des embûches, des emmerdes, des échecs. Et ces échecs-là sont votre force finale, étant donné que vous pouvez vous référer à ces échecs-là comme, voilà, ce sont des repères mentaux pour me dire d'où est-ce que je viens et qui est-ce que je suis aujourd'hui. Mais ça reste, pas une finalité parce que cet échec-là, on le traverse relativement rapidement. Tandis que l'échec permanent, c'est un échec qui est présent au jour le jour et qui dure sur le long terme. Cet échec-là, j'en suis encore aujourd'hui dans cette situation. C'est un échec qui est particulièrement dur parce qu'il vous rappelle à votre condition tous les jours. Il vous dit que quelque chose ne va pas. Il vous dit que là, ce que vous faites aujourd'hui, c'est justement de la merde parce que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez. Donc, à partir du moment où on comprend ça, l'échec permanent, on peut comprendre quelque chose d'autre dans l'échec permanent. C'est l'échec permanent en arrière-plan et l'échec permanent en avant-plan, en premier plan. L'échec permanent en arrière-plan, on le connaît tous. Il s'appelle GG, il a 56 ans, il travaille dans une PME ou dans une grosse boîte, ça fait 40 ans qu'il y est, et le matin il se réveille, il prend son café, mais il ne sait pas pourquoi il va au travail.
son travail l'emmerde au plus profond, il en parle que en mal, et c'est justement lui. GG. C'est l'échec permanent en arrière-plan. C'est monsieur tout le monde. C'est le type de mec à rester dans un emploi pendant 40 piges parce qu'il n'a pas eu l'école de commerce finale qu'il voulait, et il se retrouve dans cet échec-là. Il a en fait intériorisé cet échec en se disant c'est la finalité. J'ai rencontré cet échec final à la fin de ma formation, à la fin de mes études, et c'est la vie. Tandis que on pourrait comprendre à sa place que l'échec n'est pas permanent, ok, n'est pas figé, et que sa situation, il pourrait l'améliorer, il pourrait changer, il pourrait prendre des risques. C'est sûr, il doit prendre des risques, c'est sûr, mais s'il veut quelque chose de mieux, il est obligé de passer par ce processus-là. Donc GG, clairement, il est dans l'échec permanent en arrière-plan, et c'est l'image justement que je veux transmettre, c'est que l'échec permanent, il faut pas l'intérioriser. Parce que sinon, il finit par s'estomper, on reste dans une certaine zone de confort où en fait, on n'est pas heureux et on n'est pas aligné avec nous-mêmes et avec ce qu'on aime parce qu'on est justement dans cet échec-là. Et ça, c'est un échec cuisant parce que on le vivra quasiment toute notre vie. Tandis que l'échec permanent avant-plan, donc en premier plan, que j'essaye justement de mettre en place, il est assez particulier parce que cet échec-là, on va le tourner. L'échec premier, qui est donc quelque chose de négatif, on va le tourner en quelque chose de profitable et positif pour nous parce qu'on va se dire, ok, cette fois-ci, on va le mettre en avant-plan de notre vie, en premier plan, et on va en faire une force. On va faire en sorte que chaque jour, chaque matin, quand je me lève, je sais exactement pourquoi est-ce que je me lève, pourquoi est-ce que je me bats, pourquoi est-ce que je vais m'entraîner, pourquoi est-ce que je travaille. Parce que je vais et je veux sortir justement de cette zone qui est inconfortable, mais qui n'est pas inconfortable au sens positif du terme, du fait de créer un inconfort pour pouvoir se renforcer, mais inconfortable du fait que on n'est pas aligné avec nous-mêmes. Donc, ce n'est pas durable, ce n'est pas profitable et ça ne fera aucun bien justement à notre personne, à notre entourage, à notre situation de façon générale. Donc, quand on arrive à conscientiser ça, que c'est un échec permanent et qu'on arrive à le passer en premier plan de notre vie, on arrive justement à redonner sens à ce qu'on fait, à redonner sens à où est-ce qu'on est. Et si on arrive à donner sens à ce qu'on est au quotidien, on arrive à mieux déterminer des objectifs et pouvoir avancer et garder ce mouvement-là qui est important. Parce que c'est le propos principal, c'est de garder ce mouvement et d'être en mouvement et faire des actions pour pouvoir justement continuer à progresser et sortir des échecs qui nous touchent au quotidien, ou alors qui nous touchent de façon générale. Donc, cet échec, l'échec de l'affectation manquée, ça m'a permis justement de me remettre dans le droit chemin et de me dire, ok, voilà, on va rebattre les cartes, on va se redéterminer des objectifs clairs par rapport à la situation, parce que on n'est pas dans une situation finale plutôt, comme la situation initiale que l'on voulait, mais on est obligé de se réadapter et de se réarticuler pour pouvoir justement rebondir. Et ça, c'est la capacité, et c'est quelque chose d'important, c'est de savoir rebondir, et non pas subir. Globalement, pendant ce podcast, les 3 échecs que je vais vous citer, c'est très personnel, mais par contre, les enseignements que j'essaye de faire comprendre sont assez universels, et justement, sont même en fait complètement universels et peuvent s'appliquer à votre quotidien. Mais je sais pertinemment qu'ils ne feront pas écho aujourd'hui en écoutant ce podcast-là, mais qui vous serviront le jour où vous arriverez face à un échec et que vous devriez rebondir. À ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est réécouter ce podcast. Donc, mon affectation loupée, je me retrouve dans un endroit qui me stimule pas personnellement, qui est loin, proche dans une certaine mesure de mes proches, mais en même temps loin. Donc, je suis seul pendant la semaine, mais le week-end, je rentre. Donc, ça me stimule pas au quotidien. Donc, après cet échec professionnel, j'avais besoin de me prouver justement quelque chose. Et le marathon était ma réponse. C'était plus qu'une course, c'était un symbole. Et mon objectif, il était ambitieux. Passer sous la barre des 3 heures au marathon.
La barre des 3 heures, mon objectif c'était 2h57 précisément. Ça représente une allure, un pace, donc une allure d'environ 4 minutes 10 par kilomètre, soit environ 14, quelque chose kilomètre heure. Donc, cet objectif-là était ambitieux, mais un objectif ambitieux s'accompagne forcément d'une préparation adéquate. Un objectif ambitieux, donc j'ai pas fait les choses à moitié, je me suis entraîné dur. J'ai fait tout ce qu'il fallait pendant ma prépa. J'ai borné des grosses semaines, j'ai fait beaucoup de volume. Et ce que j'ai fait aussi, qui était important, c'est que j'ai essayé de caler dans mes entraînements des moments de course où je faisais donc 5 km, 10 et 21, donc 5 km, 10 km semi-marathon, sur les équivalences du 2h57. Donc en course à pied, on peut fonctionner justement par équivalence, ou dire qu'un 2h57, avec justement des outils qui permettent de calculer ça, de calculer des équivalences par temps associées, ok, pour pouvoir dire un 2h57, c'est à peu près un 1h24 au semi-marathon. C'est un exemple, peut-être c'est un peu plus. C'est 37 minutes 30 au 10 km. C'est 18 minutes au 5 km. Donc ces équivalences-là, elles vont vous permettre justement de vous faire des séances tests, ok, sur des courses ou autres, pour voir justement si vous avez quand même les prédispositions physiologiques pour avoir les équivalences et qui peuvent vous mettre des voyants au vert. Mais ça n'empêche pas qu'il faut préparer l'épreuve marathon dans sa spécificité, qui est une épreuve longue durée avec des intervalles de travail longs, à intensité modérée, et travailler justement cette spécificité-là. Ce que j'ai fait pendant une longue prépa, j'ai justement analysé chaque donnée, j'ai ajusté mes plans, j'ai préparé ma stratégie de course, stratégie alimentaire, glucidique donc, d'hydratation, tout. Tout était, entre guillemets, bien fait au départ. Donc le jour J, pour les personnes qui voulaient savoir, c'était le marathon de Bourges, donc qui se passe à la mi-juin. Donc un marathon qui se passe avec une température qui est assez élevée, qui est aux environs de 20 degrés, donc un départ vers 10 heures de mémoire, vers 10 heures. Et la température à ce moment-là donc était d'une vingtaine de degrés, ressentie un petit peu plus, 22, 23. Donc quand on arrive au zénith, vers midi, on est forcément exposé au soleil. Donc ça part de Bourges, ça remonte le long d'un canal où on est tout seul pendant 42 km quasiment, et on arrive au final à la ville de Vierzon, donc à 42 km de Bourges. Et donc, ce jour-là, j'avais fait le choix et j'avais montré à mon meilleur ami qui était là justement ce jour-là, ok, j'ai un t-shirt qui est ici, c'est un t-shirt qui est stylé, ok, parce qu'on avait fait des plans et je vous invite justement à voir les vidéos sur mon compte Instagram qui retrace justement ce marathon. Ce t-shirt est stylé pour faire des plans, je l'aime bien, il est visuel, il a des graphiques, il est cool, mais il respire pas beaucoup. Et ce t-shirt-là, il est un peu moins stylé, un peu moins graphique, mais par contre, il respire bien. Donc au final, je me suis retrouvé à prendre, comme vous le savez, le t-shirt qui ne respire pas, sinon ça n'aurait pas été un échec. Et par-dessus tout, j'ajoute une casquette noire sur ma tête, le jour de course. Donc la thermorégulation se fait principalement par la tête. Donc ajouter une casquette noire amplifie justement le phénomène de chaleur au niveau de la tête. Et ça a fini par payer finalement de faire des conneries comme ça. Donc le jour J, je pars, je fais le marathon, je passe le premier 5 km dans les temps avec de l'avance, le 10, le 15, le 21, le 30 km. Je les passe avec de l'avance sur le chrono pour un objectif en 2h57 de base, avec un peu plus d'une minute 30, 2 minutes sur le chrono. Donc ça nous donne un 2h55 à l'arrivée, ce qui était intéressant. Mais au 34e kilomètre, mon corps en a décidé différemment. Il a décidé de tout lâcher. Donc, je sentais justement que la fatigue commençait à s'accumuler, que la chaleur commençait à s'accumuler. Et j'essayais d'ouvrir mon t-shirt, de réguler comme je le pouvais. Mais ça n'a pas payé. Donc, je me suis retrouvé à tomber dans les pommes, et littéralement, en fait, m'évanouir sur le côté droit de la rive et non sur le côté gauche, parce que sinon, j'aurais fini dans le canal, littéralement. Et perdre connaissance complètement. Donc j'ai perdu connaissance. Une personne s'est arrêtée, m'a justement
aidé à reprendre connaissance. Et je me réveille et je regarde ma montre. Et je vois que l'objectif est très largement parti. Donc, parce que je passe à ce moment-là plus d'une dizaine de minutes arrêté. Il y a le temps où je tombe, où je suis évanoui, où une personne s'arrête, parce qu'il y a eu un long delta entre le temps qu'une personne s'arrête pour venir m'aider. Et ensuite, je me relève, mon meilleur pote est arrivé entre-temps, et ensuite je repars. Tout le monde voulait que je reste. J'étais dans un état de trance flow, inconscience complètement chelou. Mais tout ce que je savais, c'est que je devais finir ce marathon. J'en avais plus rien à foutre du chrono. Mais il y avait une seule condition, c'était que je termine ce marathon, mais sous la barre des 3h30, parce que je voyais que j'avais encore le 3h30 et je l'avais encore dans les jambes. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va essayer de finir ce marathon, et en plus en 3h30, j'étais complètement cassé. Je n'avais plus de jambes, je marchais, je courais comme un zombie. Donc j'étais complètement cassé. Et je finis par faire ce marathon en 3h25. Donc 2 minutes de moins que l'objectif de l'année dernière, donc de 2023 plutôt, donc que j'ai fait en 3h27 au marathon de Paris. C'était mon tout premier marathon. Et je termine cette année 2024 en 3h25. Donc bien loin de mon rêve 3h57. Mais je sais physiologiquement que j'ai les jambes pour, que j'ai la condition pour, et que ça a été fait sur des erreurs débiles. Donc ce que ce marathon m'a appris, ça a été justement de revoir la façon de voir justement les objectifs. À ce moment-là, enfin, je parle de plusieurs semaines, mois après, quand j'ai un petit peu plus conscientisé tout ça, j'ai analysé ce que je pensais être justement la bonne façon de préparer un objectif, et j'ai revu ça justement. J'ai imagé ça, pour ce podcast justement, mais même avant ça, l'objectif comme une cible et comme un tir. La cible, c'est votre objectif, et le tir, c'est la prestation que vous faites, si vous voulez. C'est littéralement ce que vous faites. Donc pour faire un bon tir, c'est beaucoup imagé par rapport à l'armée, je le sais très bien. Mais pour faire un bon tir, il faut forcément un bon maintien de l'arme, une bonne position, une bonne visée et un bon tir. À partir du moment où on fait une bonne gestuelle, on peut justement estimer qu'on arrivera à faire un tir qui est assez précis. Donc ça, c'est les prérequis justement pour arriver à un objectif qui est, on va dire, qui est réalisable. Donc c'est la même chose. Le fait de faire un marathon, on sait pertinemment que les choses de base, ça va être courir, avoir de l'équipement, avoir un bon plan qui est adapté à vous-même, une bonne stratégie de course, de nutrition, etc. C'est des choses qui sont élémentaires, on va dire. Et forcément, quand on tire et quand une personne, on va dire, atteint son objectif à la première fois très facilement, donc quelqu'un qui va tirer, qui va accomplir son objectif très facilement, qui fait son premier marathon et qui le fait en 2h57. Ce sera largement plus difficile pour cette personne-là de devoir en tirer des conclusions de ce qu'il a bien fait et ce qu'il a mal fait. Il pourra estimer ce qu'il a bien fait, mais par contre, pour trouver ce qu'il a mal fait, ce sera beaucoup plus compliqué. Parce qu'on aura beaucoup moins de recul et on n'aura pas d'éléments précis sur lesquels se baser. Donc, à l'inverse d'une personne qui va venir tirer, essayer son objectif et le foirer. Donc, l'échouer. Une personne qui va rater son tir, on sait pertinemment. Je prends l'exemple du tir précisément. Il va être un petit peu trop décalé vers la gauche. Peut-être que c'est ton maintien. Peut-être que c'est le vent. Peut-être que c'est un coup de droit. Peut-être que c'est ces choses-là qui t'amènent justement à échouer. Mais on sait pertinemment que tu as visé dans la cible. Donc, tu as un bon maintien. Donc, tu as une bonne visée, on va dire. Tu as donc les deux. Tu as le positif et le négatif. C'est ce que je veux sortir justement de cette image-là. C'est que l'échec aura la valeur ajoutée, contrairement à la réussite, de pouvoir vous montrer et mettre le doigt sur ce que vous avez bien fait, mais aussi ce que vous avez mal fait. Et ça, c'est ultra important. Tandis que la réussite, on va pouvoir beaucoup plus se concentrer sur ce qu'on a bien fait et continuer à faire ce qu'on a bien fait. Alors que l'échec, lui, il va pouvoir nous donner les deux. C'est pour ça que l'échec est important dans sa valeur, étant donné que ce n'est pas connoté négatif, mais il faut inscrire ça non pas dans, comme j'ai dit, dans la négation, dans le négatif, que c'est quelque chose de mauvais,
mais quelque chose de positif qui va vous permettre de construire une banque, une base de données, ok, d'éléments à prendre en compte pour le futur. Parce que mon propos en vient justement au fait de, quand on va tirer et qu'on va louper sa cible, on va commencer à prendre en considération tout ce qu'il y avait autour de l'objectif pour comprendre justement ce qu'on a mal fait. J'ai foiré mon marathon? Ok. Ça, j'ai bien fait. La préparation, nanana. Ok. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Ok, la température, c'est un événement extérieur. C'est autour, c'est environnant de mon tir. L'équipement, ok. La casquette, l'hydratation, la bouffe, tous ces éléments-là sont environnants à votre cible. Et donc, les accumuler et les prendre comme connaissance, okay, dire, ok, quand on fait un marathon, il faut qu'on prenne ces éléments-là, même s'ils sont mineurs, ils ont justement la capacité, par effet cumulé et par suite logique, de justement faire foirer votre objectif. Donc on prend ces objectifs-là et on se les met sous la poche dans notre banque. Et quand on va vouloir justement réaliser un nouvel objectif, un nouveau marathon par exemple, ou un objectif sportif, eh ben on aura sous le coude de quoi se baser directement. Ok, il faut qu'on prenne déjà, la base c'est prendre l'alimentation, c'est prendre ça, il faut que je prenne la météo aussi en considération. Donc on va arriver déjà avec une logique qui va s'installer dans la construction de votre réussite future. Tandis qu'une personne qui s'inscrit dans la réussite au premier coup va vouloir réaccomplir un nouvel objectif et va se dire, ok, bon, bah, en vrai, j'ai quand même bien réussi mon dernier marathon. Je pense que je vais partir sur des bases en 2h30. Ouais, ça, je l'ai bien fait, ça, je l'ai bien fait. Ouais, de toute façon, une prépa, c'est ça. Une prépa marathon, c'est ça. Il va même avoir tendance à sous-estimer certains facteurs extérieurs. Tandis que quand on est face à l'échec, comme ce que j'ai rencontré, on arrive à comprendre que même les petits éléments, c'est le petit grain dans le rouage qui va venir faire tout foirer. Et les prendre en considération, c'est limiter le risque zéro. Donc, voilà ce que ce marathon m'a appris. Après ces deux échecs-là, je me suis mis en question, enfin remis en question plutôt, dans un gros travail d'introspection, où j'ai commencé à estimer que la balance de ma vie, ok, avec l'équilibre personnel, l'équilibre professionnel, n'était plus justement à son comble. Donc, qu'on n'avait pas un équilibre qui n'est pas forcément à 50-50, mais un équilibre qui est intéressant pour moi personnellement parlant. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai une affectation dans laquelle je suis et que je ne voulais pas être, que je subis finalement, même si j'ai un processus, etc. je l'explique justement, mais qui me fait du mal sur le long terme, et il faut que je sorte justement de ce mal-là, et aussi des objectifs personnels, qui n'arrivent pas à point, pas forcément à cause de ma situation personnelle, mais qui sont aussi corrélés. C'est-à-dire que le fait d'être dans un milieu qui est anxiogène, qui est stressant pour vous, ça va justement vous créer du tort dans votre entraînement, dans votre vie perso, dans votre vie de façon générale. Et ça, c'est quelque chose qui est négatif. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est simple. Je l'ai réellement fait. J'ai pris une feuille et je me suis dit, bon, on va mettre sur le côté gauche tous les points négatifs, sur le côté droit tous les points positifs. C'est ultra compliqué de le faire de la façon la plus objective possible, mais il était justement nécessaire que je fasse ça de la façon la plus objective possible, parce que j'ai estimé que si le négatif l'emporte, il faut que je sorte de cette situation et que je trouve une solution à ma situation. Si le positif en sort, je suis dans la capacité de pouvoir rester dans ma situation et je peux continuer là-dedans. Mais le but sera d'augmenter justement le positif et de baisser le négatif. Ok ? Donc, j'avais clairement la présence d'esprit que si je me retrouvais avec des éléments positifs majoritaires, je resterai dans la situation dans laquelle je suis. Parce que d'un point de vue objectif et même subjectif, je suis dans une situation qui m'est profitable. Et c'est tout ce qui importe. Parce que je ne travaille pas pour les autres. Je ne travaille pas pour faire plaisir à GG. Je travaille pour moi, je travaille pour mes proches, et c'est le plus important pour moi. Tandis que si je suis dans le négatif, c'est la même chose.
c'est la même chose. Je travaille non pas pour GG 55 ans de la compta, mais pour moi et pour ma MIF et pour mes proches. Donc c'est la même chose aussi. Je dois justement solutionner ça. Donc, voilà, sans suspense, hein, j'en sors avec une feuille qui est complètement remplie d'aspects négatifs, mais d'aspects négatifs qui sont euh, pas forcément une liste exhaustive de 40 pages, qui sont plus importants que les points positifs, mais par contre qui ont encore plus un impact que les points positifs. Et ça, c'est une question qu'il faut que vous vous posiez justement, parce que j'en venais justement à mon premier propos au début quand je vous disais que GG, il est dans l'échec permanent en arrière-plan. Il faut justement que vous arriviez à comprendre que vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas. Et il faut savoir peser littéralement le positif et le négatif dans votre situation. Le perso, le professionnel. Et on a le droit, on est clairement en capacité d'avoir une situation qui est déséquilibrée. On a le professionnel qui va beaucoup plus porter que le personnel. Ok, la maison, ça se passe mal. Mais par contre, il faut qu'au travail, ça se passe bien. Souvent, c'est une tâche qui est assez compliquée. Quand ça se passe bien, ça se passe bien à la maison, ça se passe bien au travail. Mais par contre, quand ça se passe mal à la maison, ça se passe souvent mal aussi au travail. Et l'inverse est un peu plus compliqué, mais ça arrive quand même. Donc il faut quand même se poser la question de, ok, est-ce que moi, ma situation personnelle et professionnelle, elle est équilibrée? Est-ce que mon travail me comble suffisamment parce que à la maison, ça se passe mal? Avec mes proches, avec ma femme, avec nanana, ça se passe mal. Est-ce que mon travail, justement, comble ça? Je ne pense pas. Et si c'est l'inverse, est-ce que si ça se passe mal au travail, est-ce que votre femme, famille, amis, sport, passion, hobby comble justement ce déficit-là? Si ce n'est pas le cas, et s'il y a une bascule, ok, où votre travail vient d'éteindre sur votre situation personnelle, c'est qu'il y a un réel problème. C'est qu'il y a un réel problème. Et si vous ne voulez pas le traiter, c'est simplement que vous voulez simplement vous autodétruire. Et moi, je le dis parce que je suis dans cette situation-là. Mais il ne faut pas que le professionnel vienne empiéter justement sur mon personnel. Parce que mon personnel, c'est mon équilibre de vie. C'est mes fondations. Et je préfère que ça se passe 1000 fois mal au travail, mais par contre que ça se passe 1000 fois mieux à la maison qu'inversement. Ok? Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut prendre une décision. Et ce que j'ai fait, j'ai pris mes couilles à deux mains et je suis parti voir ma hiérarchie. J'ai demandé une résiliation de contrat. Parce que ma situation professionnelle, elle n'était pas viable justement sur le long terme. Donc ce qui se passe, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est propre à des procédures qui sont internes à l'armée, et je rappelle aussi, petit disclaimer, que voilà, tout ce que je donne aujourd'hui, ce n'est pas mon opinion ni mon avis sur un système institutionnel ou politique en place, mais simplement mes expériences professionnelles par rapport à ce qui se passe dans ma vie actuelle. Et que je ne donne que mon ressenti et que ça ne tient qu'à moi. Donc, il faut monter un dossier. Quand vous voulez partir de l'armée, avec des justificatifs, des preuves, un argumentaire écrit, solide. Et aussi, une fois que ce dossier est fini, il faut trois, on va dire, steps de validation pour pouvoir justement partir après. Enfin, il ne faut pas que les 3 steps soient validés, mais c'est mieux pour vous que les 3 steps soient validés. Et je me retrouve dans la situation où les 3 steps sont validés, avec un dossier que j'estime relativement solide, avec des preuves justificatives. Je ne veux pas étaler ma vie personnelle ici, mais des raisons qui sont solides. Un laïus est un argumentaire qui tient la route, et j'estime justement que j'ai mes chances de pouvoir me faire entendre. Mais ça ne s'est pas forcément passé comme prévu, et vous le savez, sinon ce ne serait pas un échec. Donc il y a un délai incompressible de 2 mois où je dois attendre justement cette décision finale, fatale, absolue, du fait de est-ce que je peux partir ou est-ce que je dois rester. Et la décision finale s'est jouée donc sur un simple mail faisant une ligne disant j'ai l'honneur de vous rendre compte que nanana a été refusé. Donc là, on est clairement sur la frustration la plus totale, étant donné que on est dans une situation où il n'y a aucune justification qui est apportée. J'attends pendant 2 mois, alors que moi, je donne des justificatifs. Je donne une justification à mon propos, je donne des arguments pour.
Et on m'explique que non, en fait. Simplement, non. Bonne soirée. Donc, c'est un échec pour moi. C'est un échec parce que je voulais partir de cette situation-là et je donne les raisons pour, mais ce n'est pas le cas. Alors, de ça en est forcément quelque chose de négatif qui sont des émotions. Les émotions, donc forcément, je ne vais pas faire le bandit ici, j'ai pleuré. J'ai lâché des larmes étant donné que c'est une situation personnelle qui m'impacte au plus profond de moi. Et apprendre cette nouvelle-là, ça ne va pas forcément me rendre content, quoi. Me rendre heureux. Donc, les émotions coulent, ok. Et littéralement, je pense, en sortant du bureau 20 minutes après, je passe à autre chose. Je passe à autre chose et je me dis, ok, durant cette année, elle n'a pas du tout été faite pour moi. J'ai compris que cette année n'a pas été faite pour moi. J'ai commencé cette année avec une décision qui ne dépendait pas de moi et qui a abouti sur quelque chose de mauvais pour moi. Et je finis cette année par une décision qui ne dépend pas de moi, qui déteint en mal sur moi, avec des émotions négatives. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai connu 2 grands échecs pendant cette année. Qu'est-ce qui peut me servir justement pour pouvoir mieux vivre ? Comment est-ce que 30 minutes après, j'arrive à en passer, on va dire, quasiment à la volée, quoi. J'arrive à passer à côté. Je me dis, ok, c'est pas grave, on va continuer. À ce moment-là, je me suis dit, tes émotions, elles sont là. Elles sont présentes. Ta colère, elle est là. Elle est présente. Depuis plus d'1 an bientôt, elle est présente. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire avec ? Parce que tu n'as littéralement plus rien. Physiquement parlant, tu n'as plus rien. Comment est-ce que tu peux t'en sortir ? Comment est-ce que tu peux bâtir quelque chose qui peut te devenir profitable avec rien ? À ce moment-là, je me suis dit, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça va se jouer. Et c'est ici que tout va se gagner. J'ai, à ce moment-là, posé mes émotions et je me suis dit, les émotions, c'est finalement assez simple. Les émotions, elles peuvent, ok, c'est une énergie qui est composée, qui est en vous et qui peut alimenter 2 types de circuits qui sont complètement différents. Ok ? Donc, votre émotion négative. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de négatif, quelque chose qui vous fait du mal ou qui peut faire du mal autour de vous. Va soit alimenter un circuit qui est lui-même négatif, qui va vous rappeler votre condition, qui va vous enterrer 6 pieds sous terre, vous dire que vous êtes une merde, que cette situation est irrémédiable, que vous continuerez à être dans cette situation dans le futur, ou alors, l'émotion négative, elle va alimenter un circuit qui, lui, est positif. Et c'est pour ça que je parlais de recanaliser les forces, plutôt, pour pouvoir justement shut off ce côté-là, okay, l'éteindre et l'oublier complètement, et ne faire passer que les émotions dans ce conduit-là et les canaliser dans ce circuit-là. Dans un circuit qui sera positif, qui va vous permettre d'être profitable pour vous, vos proches, okay, votre famille, vos amis, votre situation. Mais surtout et principalement, c'est pour vous. Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit pour vous ? Parce que j'estime que les personnes qui sont environnantes à vous sont un support qui est important, qui est vital. Mais la personne qui vit les émotions et qui vit les émotions les plus fortes, c'est vous. Donc la personne qui doit profiter justement de ce retour sur investissement, c'est vous aussi et en premier. Je dis pas que personne ne doit en profiter, c'est pas du tout mon propos, c'est même tout l'inverse. Tout le monde, enfin, toutes les personnes qui vous ont fait du bien doivent en profiter, mais que vous devez en profiter de ce retour sur investissement en premier. Parce que vous êtes la personne qui avait vécu justement ce traumatisme, cette difficulté, cet échec. C'est vous qui l'avez vécu. Donc c'est à vous justement de remobiliser les forces, recanaliser les émotions. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de processus simple, clair, précis, expliqué justement sur une feuille, qui vous dira, ok, pour recanaliser votre énergie, il faut faire ça, ça, ça. Non, c'est simple. L'émotion, il faut comprendre qu'elle n'a pas lieu et qu'elle n'a pas le droit d'alimenter ce circuit négatif. Ok ?
vous devez lui faire comprendre à cette émotion que ce qu'elle doit alimenter, la rage qu'elle doit alimenter, la colère, l'énervement, la tristesse qu'elle doit alimenter, c'est justement un circuit positif. Et on n'en connaît pas, hein, des entrepreneurs à succès, on en connaît plein. Des mecs qui ont justement réussi et parfaitement bien réussi dans la vie, extrêmement bien réussi, de par une revanche sur la vie. Ok ? De la rage, de la vengeance. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des émotions qui sont de base négatives, mais qu'on arrive à transformer en quelque chose de positif. Et ce retour sur investissement, il doit être profitable. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous permettra de vous reconstruire, de vous retrouver avec vous-même, et justement, d'être meilleur et mieux pour vous au quotidien. Et c'est ça, justement, l'importance de ces enseignements que j'ai voulu faire comprendre à travers ce podcast et qui sont encore quotidiens pour moi. Et je fais ce travail quotidien, justement, d'introspection et de travail sur moi-même par rapport à ces échecs-là. Ce podcast en est témoin, ce podcast en est l'exemple. C'est quelque chose qui me fait du bien, qui est profitable pour moi, pour mes proches, pour des personnes qui sont autour de moi, ou même pour des personnes que je ne connais pas. Mais c'est con comme action. Le journaling, le fait de poser ses idées, c'est de la merde. Mais peut-être que ça va vous faire du bien. Ça va libérer vos pensées, ça va vous permettre de mieux voir ce qui se passe autour de vous et vous créer des opportunités pour continuer à avancer. Je vous dis pas que vous êtes en colère, vous vivez de la merde ou n'importe quoi. Hop, faut monter une start-up et leverage et ensuite générer 5 millions d'euros. Ou alors, faut se lever à 5 heures du matin, aller à la salle de muscu. Non. Je parle que ce système et ce processus-là de recanaliser vers le circuit positif, c'est quelque chose qui est universel. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre à l'intérieur de soi parce que naturellement, on aura tendance justement à alimenter ce circuit négatif. Émotion négative égale action négative. Émotion positive égale action positive. Mais cette balance-là, elle est déterminée, elle est actionnée simplement par le fait que votre cerveau est programmé comme ça. Okay ? Et je vous dis pas qu'il faut enfouir toutes les émotions sous le tapis et faire comme si elles n'existent pas. Je dis juste qu'il faut les comprendre, les prendre en considération, les vivre, les sentir. Mais par contre, il faut les organiser pour les mettre dans le droit chemin et pour les mettre dans quelque chose justement qui pourra vous faire profiter. Et c'est une notion qui est ultra importante. Et ces 3 échecs-là, justement, j'en tire des conclusions assez universelles, qui ont été propres à moi-même, mais qui sont universelles, parce que c'est essentiel. De justement être, après ces enseignements-là, être dans l'application des valeurs que vous défendez. Et ce sera mon dernier propos, mais les valeurs que vous défendez, les valeurs que vous dites comme vos valeurs de vie, elles n'ont aucune valeur, au sens littéral, tant que vous ne les appliquez pas dans des cas concrets. Et les cas concrets sont des cas de difficulté extrême, okay, ou de difficulté en vrai classique. Pas forcément extrême, j'abuse là-dessus. Mais quand on dit, je prends un exemple tout con, quand on dit moi, je ne trompe pas ma femme, je ne tromperai pas ma femme, c'est ma valeur. Bon, déjà, estimer ça comme une valeur, c'est quelque chose d'assez bizarre parce que voilà, si tu réfléchis normalement, tu ne trompes pas ta femme. Mais bref, c'est ma valeur. Partons du principe. À partir du moment où tu vas te retrouver avec personne autour de toi, très facile de dire ça. Je te balance dans une salle avec 1000 femmes qui ont une envie et une seule envie, c'est toi. On verra si tu tiens justement tes principes et tes valeurs. Une personne qui dit non, moi je ne suis pas corruptible, l'argent c'est pas du tout ma première source de motivation, et que demain je te dis ok, tu vas faire le perroquet pendant 3 heures sur l'Arc de Triomphe, ok, je te donne 3 millions d'euros et je te pose les 3 millions d'euros devant ta bouche, est-ce que tu restes justement cet homme valeureux qui dit que l'argent ne l'influence pas? Et c'est ça justement la difficulté. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire que moi je suis valeureux, moi je défends mes principes, mais moi je n'accorde aucun justement crédit à ces personnes-là tant que je ne les vois pas ou qu'ils ne relatent pas des faits où ils ont appliqué leurs valeurs. Donc c'est relativement simple. Quand moi je me suis retrouvé dans ces échecs-là, je vous parle sérieusement, c'est pas pour faire du storytelling dans un podcast, je me suis dit, ok, c'est ultra chiant
suis au bout de ma vie. Genre, j'étais triste, ça me cassait les couilles. Mais par contre, je me suis dit, c'est le moyen pour mettre en application ce que je dis de moi, ce que je dis de moi dans un dialogue interne, mais aussi aux personnes autour de moi. C'est le moment, justement, de faire mes preuves et de me prouver à moi-même que mes valeurs seront respectées, même en cas de difficulté. Et ça, c'est ultra important, les gars. Et les filles. Donc, il y a une phrase qui était relativement bête, mais qui m'a tourné en rond durant toute cette année 2024, et encore aujourd'hui, c'est que l'échec, ce n'est pas une question de tomber, mais c'est une question de savoir comment te relever et continuer à avancer. C'est justement ça. L'échec, il a le droit de te déstabiliser. Il a eu le droit de me déstabiliser. Mais par contre, je refuse que l'échec me mette un genou à terre et me couche au sol. Je refuse que l'échec me stoppe. C'est justement ça que j'essaye de faire comprendre dans ce podcast. C'est que l'échec, il faut le prendre comme tel, il faut le prendre comme processus de grandissement, de savoir, de ce que vous voulez, le prendre en considération et continuer à avancer. C'est un moyen déjà de lui dire « ferme ta gueule, je continue. Ferme ta gueule, je t'écoute pas. Ferme-la, je m'en fous. » Et tu continues ce que tu as à faire, tu continues à avancer, tu continues à prouver que tu n'es pas justement déstabilisé par ce genre d'événement. Mais par contre, tu as le droit de le prendre en considération. Et j'ai dit déstabilisé, mais tu as le droit justement d'être déstabilisé, d'être à certains moments perdu, triste ou autre. Mais il faut continuer à avancer. Parce que le mouvement, c'est ce qui va te sauver. Le mouvement, c'est le fait de faire justement des actions quotidiennes qui n'auront pas du 1 pour 1, pas des actions égales des résultats, mais des actions par effet cumulé, par régularité, qui t'apporteront un certain jour une opportunité, et cette opportunité-là, il faudra la saisir. Parce que moi, personnellement, c'est comme ça que je réfléchis. Je m'entraîne quotidiennement, je cultive mon esprit, je m'améliore quotidiennement, non pas parce que je veux être quotidiennement plus fort, simplement que je me dis que quand le train passera à 300 km/h à côté de moi, je serai à 300 km/h à côté du train et prêt à embarquer dedans, avec mon billet pour me casser en fait. C'est ça ce que je dis. Et l'image, elle est très conne, mais c'est exactement ça. C'est qu'il faut pas louper le train, parce que le train, lui, il passe très vite. Et il passera. Pour tout le monde, il passera. Mais il faut juste savoir, est-ce que tu es prêt ? C'est tout. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu, que ce sujet a été suffisamment intéressant et pourra faire grandir plus d'un ou d'une. En tout cas, n'hésitez pas, c'est une phrase de youtubeur, mais n'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire ou par DM si c'est beaucoup trop touchy, votre expérience personnelle sur vos échecs, que ce soit de l'année 2024 ou alors simplement de votre vie, pour pouvoir faire profiter justement votre expérience et vos tips comme je le fais aujourd'hui à d'autres personnes. Et c'est quelque chose de très important à faire. Je vous dis en tout cas merci d'avoir écouté cet épisode, si vous en êtes encore là à l'écoute. On se retrouve très vite pour parler d'un autre sujet. C'était Waldo. À la prochaine. Ciao.